Si la mathématique est souvent associée à sa difficulté et son abstraction, voire sa beauté et son utilité, rares, voire inexistantes sont les vidéos qui traitent du côté obscur des mathématiciens. Schizophrénie, paranoïa, folie, clash, duel à mort et torture, et j'en passe bien d'autres. Tous ces termes, qui ne sont jamais reliés aux mathématiciens, sont un bref aperçu de la multitude des sujets sombres et intrigants que nous allons explorer durant ces 3 vidéos. Effectivement, cette vidéo est la première d'une trilogie de type iceberg, c'est-à-dire que nous allons traiter de plein d'histoires triées selon 2 critères. Plus nous allons avancer dans le récit et les vidéos, plus ceux-ci seront méconnus, mais également terrifiants. Le classement ne sera donc pas objectif, car basé sur mes ressentis personnels. Cependant, on le sait bien, ce genre de vidéo permet de traiter d'énormément de sujets trop courts pour leur consacrer une vidéo entière. Alors, voici un bref aperçu de la liste de sujets qui seront traités tout au long de cet iceberg. Ainsi, dans cette première vidéo, nous allons voir le premier tiers des sujets qui y sont présents. Mais attention, bien que nous ne soyons qu'au début de l'iceberg, les sujets seront toutefois tous plus inédits, fascinants et terrifiants les uns que les autres. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à rappeler que ce genre de vidéo met plusieurs centaines d'heures à être réalisé. Et sachant que je suis le premier à faire un iceberg sur ce sujet, toutes les sources et inspirations pour cette vidéo sont présentes en description. Ainsi, et dans la continuité de l'iceberg que j'ai sorti il y a 2 ans sur les horreurs scientifiques, explorons ensemble le côté obscur des savants. Je vous souhaite un bon visionnage. Cette histoire est assez connue et c'est pour ça qu'elle nous servira d'entrée en matière. Évariste Galois. Il naît le 25 octobre 1811 à Bourg-la-Reine, en France. Et c'est entre autres un enfant prodige. Effectivement, il montrera très rapidement un talent exceptionnel pour les mathématiques. De ce fait, il intégrera même le lycée prestigieux Louis le Grand à Paris à l'âge de 12 ans. Et dès ses 18 ans, il commencera à soumettre des travaux novateurs sur la théorie des équations. Mais ceux-ci sont d'ailleurs tellement novateurs qu'ils sont mal compris et donc rejetés par l'Académie des sciences. Plus que précoce, Évariste Galois fait preuve ici d'un don exceptionnel pour les mathématiques. Cependant, en marge de ce qui se fait à l'époque, il échouera 2 fois à l'examen d'entrée de l'école polytechnique. Cela étant dû en partie à cause du mépris qu'il avait pour les méthodes académiques des examens. Et pris d'un certain activisme politique, il s'engagera un peu plus tard dans des activités politiques républicaines pendant une période de grande instabilité en France. Dû à certaines de ses actions, il sera arrêté plusieurs fois pour ses activités politiques et pour avoir menacé la vie du roi Louis-Philippe. Mais malgré son engagement politique, il n'arrêtera tout de même pas les mathématiques. En 1830, il a seulement 19 ans. Mais l'âge n'est pas une barrière pour lui car il développera la théorie des groupes. En rejetant les bases de cette branche des mathématiques, il vient d'apporter un regard tout nouveau sur cette notion émergente de la discipline. Cette fois-ci, l'ampleur de son travail est tellement grandiose que ses travaux seront reconnus de son vivant. Et comme vous l'avez vu à travers cette courte biographie, Évariste Galois a une personnalité très atypique et un caractère qui ne passe pas outre. Et c'est cela qui va l'amener en mai 1832 à être impliqué dans un duel pour des raisons ambiguës. En réalité, on ne sait pas vraiment si ce duel est lié à une affaire amoureuse ou des intrigues politiques. Mais peu importe la cause de ce duel armé, ce qui importe c'est qu'il en ressortira grièvement blessé dû au coup d'une balle. Il souffrira péniblement pendant une journée et s'effondrera le lendemain à l'âge de 20 ans. Finalement, sa mort à un si jeune âge est perçue comme tragique, car marquée par l'injustice et la méconnaissance de ses contemporains. Et certains de ses manuscrits, qui ont été redécouverts et publiés à titre posthume, révèlent aujourd'hui l'étendue de son génie et influencent profondément les mathématiques modernes. Finalement, qui sait ce que ce mathématicien un peu fou aurait pu apporter au monde s'il avait vécu quelques années de plus ?
Ici, on ne va pas parler d'un mathématicien en particulier, mais d'une façon dont sont utilisées les mathématiques, de façon, je le crains, assez tragique. Car si on creuse un petit peu, les mathématiques sont ancrées dans des traditions occultes et mystiques. Ces entre guillemets religions combinent souvent mathématiques et croyances spirituelles ou ésotériques. En réalité, ces pseudosciences telles que la scientologie, dont une vidéo sortira bientôt sur la chaîne, utilisent des pseudosciences agrémentées de fausses formules mathématiques pour appuyer la fausse véracité de leurs propos. Un des buts d'utiliser les mathématiques, c'est de justifier l'accessibilité restreinte à la compréhension intrinsèque de ces sectes. En utilisant l'excuse de l'abstraction mathématique, certains groupes sectaires parviennent à endoctriner les plus crédules. Mais également, les mathématiques sont une sorte d'inspiration, pour l'utilisation notamment de symboles, de chiffres et de structures mathématiques pour interpréter des messages spirituels ou prophétiques. Si vous retrouvez 77 fois le mot carotte dans un livre sacré, c'est sûrement que les carottes sont sacrées. Eh bien, ce genre de raisonnement fallacieux sont ceux utilisés par la plupart des groupes sectaires. De plus, certains groupes attribuent des significations cachées ou sacrées à des nombres et des formes géométriques. C'est le cas notamment de la numérologie ou de la géométrie sacrée. Je vous laisserai aller faire vos recherches sur ces quelques groupes assez particuliers sur internet. Les mathématiques ésotériques sont également synonymes d'applications occultes et sont utilisées dans des rituels magiques, des talismans, des amulettes et des pratiques divinatoires. Selon certaines croyances, des calculs ou configurations mathématiques peuvent influencer les événements, les destins et les forces cosmiques. En outre, le résultat de certaines équations serait un signe divin et non la conséquence du hasard. On peut reprendre les significations des chiffres 13, 7, 666. Enfin bref, certains leaders sectaires exploitent la complexité et le mystère des mathématiques pour asseoir leur pouvoir et accroître leur potentiel de manipulation et de contrôle mental. Ce qui entraîne un risque de marginalisation sociale, de comportement irrationnel et de détachement de la réalité pour les adeptes. Je ne développerai pas plus ce point ici car la prochaine vidéo sur la scientologie traitera exclusivement de cela pendant plus de 20 minutes. Alors n'hésitez pas à activer la cloche pour y être au courant. En parlant de sectes mathématiques, l'une des plus connues est la secte des pythagoriciens. Fondée au 6e siècle avant Jésus-Christ par Pythagore de Samos, un mathématicien un peu connu pour le théorème de Pythagore, et finalement le père fondateur peut-être malgré lui d'une secte mathématique. Cette secte se situait à Crotone, dans l'actuelle Italie du Sud. Et cette forme de spiritualité scientifique, entre gros guillemets, prônait une croyance en la réincarnation et en la purification de l'âme. Il y avait également une certaine révérence pour les mathématiques et la musique. En outre, la musique était vue comme un moyen d'utiliser les mathématiques pour se transcender et atteindre une certaine compréhension cosmique. Enfin, et par-dessus tout cela, les pythagoriciens vénéraient les nombres, en particulier le nombre 10. En particulier parce que ce nombre permettait de former la tétractys. C'était une sorte de triangle sacré formé à base de 10 points. Comme quoi, pas mal de choses que vous connaissez en mathématiques ont des origines bien plus obscures que ce que vous ne pensez. En outre, l'organisation de cette secte était une structure élitiste et hiérarchique, avec des niveaux d'initiation et des secrets réservés aux membres les plus avancés. La vie communautaire était rigide, avec des règles strictes de conduite et de pensée, incluant des interdictions alimentaires et des rituels quotidiens. Si le but à la base était de garder les démonstrations mathématiques secrètes, en ayant un groupe qui écrivait les démonstrations sans les connaître, et un autre groupe qui connaissait les démonstrations sans savoir les écrire, cette pratique qui était déjà assez étrange à la base, s'est extrapolée pour devenir beaucoup plus sombre. De plus, le contrôle mental et la soumission totale des membres à l'autorité de Pythagore et des dirigeants du groupe étaient une menace pour la liberté de pensée de chacun, car Pythagore était vénéré comme un demi-dieu, comme le Messie ou le prophète qui reliait les humains au nombre divin. On peut également remarquer que certaines sanctions étaient sévères pour les plus dissidents, incluant notamment l'excommunication ou la répression de ces individus. Le point culminant de cette secte et celui qui a le plus fait parler, c'est le suicide collectif. Car un jour, après avoir découvert le fameux théorème de Pythagore, les pythagoriciens voulurent mesurer l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côté 1 et 1. En outre, un carré de côté 1 coupé dans sa diagonale. Le problème, c'est que donc l'hypoténuse est égale à racine de 2, un nombre irrationnel.
qui possède donc une infinité de décimales. Face à ce nombre incompatible avec la réalité qu'il s'était créée, les pythagoriciens finirent par se suicider collectivement. Finalement, cette secte se finira dans un bain de sang, suite à des attaques violentes contre cette secte par des opposants politiques et sociaux, conduisant à la dispersion et à l'assassinat de la plupart des membres. Pour conclure, on pourra relever l'isolement des membres à la société extérieure, renforçant leur dépendance au groupe, mais également les pratiques de manipulation psychologique, entraînant des comportements irrationnels et autodestructeurs. Et l'exemple du suicide collectif souligne extrêmement bien les dangers extrêmes de la soumission totale à une autorité charismatique et à des croyances dogmatiques. Ce cas sectaire bien trop méconnu est un exemple parfait des dangerosités des croyances occultes. Né le 28 mars 1928 à Berlin, en Allemagne, Alexandre Grothendieck est le fils d'un militant anarchiste et passera une enfance tumultueuse, marquée par la guerre et la persécution de sa famille reliée à des racines juives. Marqué par nombreux traumatismes, finira par s'épanouir à l'école dans les mathématiques. Poussé par sa mère et certaines aides de l'État français, Alexandre Grothendieck finira par faire carrière dans les mathématiques, et d'ailleurs une carrière plus que brillante, révolutionnant des domaines comme la géométrie algébrique et la topologie. Il travaillera notamment à l'Institut des hautes études scientifiques, l'IHES, où il réalisera ses travaux les plus influents. Cependant, et sûrement dû à son éducation et aux nombreux traumatismes qu'il a vécus durant son enfance, Grothendieck a des idées et des valeurs bien précises, ce qui l'amènera à avoir de fréquents conflits avec les autres mathématiciens de son institution. Cela le mènera à quitter l'IHES en 1970 suite à des désaccords sur le financement de l'institut par des ressources militaires. Effectivement, ayant été persécuté par la guerre et ayant vu son père mourir dans un camp d'exécution nazi, Grothendieck est plus que contre la guerre. C'est un pacifiste revendiqué. Il est d'ailleurs militant, pacifiste et écologiste fervent, et s'impliquera dans diverses causes politiques. Il critique notamment ouvertement la collaboration entre les sciences et les différentes institutions militaires et industrielles. En outre, toutes ces critiques le marginaliseront davantage dans la communauté scientifique. C'est le début de son isolement. Effectivement, il se retire progressivement de la vie publique et académique à partir des années 70. Il finira carrément par vivre en ermite dans un petit village du sud de la France, coupant les liens avec ses anciens collègues, ses amis et même sa famille. Puis personne n'entendra parler de lui. Il ne publiera plus rien. Maintenant, on sait qu'il aura vécu pendant plus de 20 ans dans une petite cabane au fin fond de l'Ariège. Il y aura travaillé sans cesse sur les mathématiques, développant des techniques innovantes dans la plupart des branches de cette discipline, mais ne publiera aucun travaux de son vivant, voulant priver la communauté mathématique de ses idées potentiellement révolutionnaires. Il deviendra en outre de plus en plus méfiant et secret, refusant toute visite et contact, même avec ceux qui souhaitaient le soutenir. Et bien que même après sa mort, le 13 novembre 2014, Grothendieck ait laissé une lettre dans laquelle il mentionne ne voulant publier aucun de ses ouvrages mathématiques et les léguant de manière confidentielle à un de ses étudiants et collègues proches. Les plus de 100 000 pages qu'il aura écrits en ermite seront finalement publiées sur internet et sont aujourd'hui accessibles par tous. La vie de Grothendieck est donc une vie de chaos, de traumatisme, d'isolement, de méfiance et de combat, ce qui le poussera presque à de nombreuses périodes de déprime, voire même de folie. Les épisodes de sa vie tragique sont nombreux, mais pour n'en citer qu'un, durant les années 90, il arrêtera complètement de manger pendant 45 jours. Le menant à l'anorexie et à 2 doigts de la mort. Durant sa fin de vie, il commencera à croire en Dieu, un Dieu assez spécial. Il écrira même un livre assez étrange à son sujet. Mais au-delà de tous ces aspects, il reste évident qu'il faut rappeler que les contributions aux mathématiques de cet individu sont immenses, et que la richesse des idées de cet intellectuel sont une mine d'or pour les avancées technologiques actuelles. Georges Cantor, un mathématicien notamment connu pour la théorie des groupes, mais est-ce que vous le connaissez réellement? Car ce mathématicien, assez connu du grand public, cache un côté bien plus sombre. Pour vous remettre dans le contexte, il naît en 1845 à Saint-Pétersbourg en Russie. Expatrié, il étudiera les mathématiques en Allemagne, à Berlin et à Göttingen.
Un peu plus tard, il développera sa fameuse théorie des ensembles, révolutionnant les mathématiques avec des concepts comme l'infini actuel et les nombres transfinis. Il introduira des notions fondamentales telles que les ensembles dénombrables et non dénombrables. Le problème, et vous le voyez peut-être venir, c'est que travailler sur un sujet tel que l'infini, ça ne laisse personne indemne. L'infini et tous les travaux qui entourent ce concept sont une branche des mathématiques assez terrifiante, car la plupart de ceux qui y ont travaillé ont fini dans la folie, ont sombré dans la folie. De plus, Georges Cantor va affronter une forte opposition de la part des mathématiciens influents de son époque, comme Léopold Kronecker, qui critiquera extrêmement violemment ses idées. Une sorte de controverse va se créer autour de ses travaux, et contribuera à l'isoler de son académie. Il finira par travailler tout seul, isolé du monde extérieur. En outre, l'addition de sa solitude et de ses travaux sur l'infini vont le mener à des troubles mentaux. Il va donc commencer à développer des symptômes de troubles mentaux à partir des années 1880, incluant des épisodes de dépression sévère. Les critiques constantes et le manque de reconnaissance de son travail exacerberont son état de santé mentale. Et ici, on est loin d'un simple coup de mou. Georges Cantor va carrément se faire hospitaliser plusieurs fois. Il y passera de longues périodes et enchaînera les différents traitements, notamment à l'asile de l'Iéna et l'hôpital de Halle. De plus, ses problèmes de santé mentale et les conflits avec ses pairs contribueront à son isolement croissant et lui feront connaître des difficultés financières, aggravant sa situation personnelle et professionnelle. Nonobstant, il reste un fervent mathématicien et continuera à écrire et à travailler malgré sa dépression. Mais il ne recevra aucun mérite pour ses travaux et ses contributions seront de plus en plus marginalisées. Il décédera finalement durant une énième hospitalisation en 1918 à l'hôpital de La Halle en Allemagne. Aujourd'hui, à titre post-mortem, il est reconnu comme un pionnier de la théorie des ensembles, ayant posé les bases des mathématiques modernes malgré ses souffrances personnelles. En conclusion, la vie de Georges Cantor est un cas bien trop peu isolé d'un génie non reconnu durant son vivant et maîtrisé par ses compères. Et certes, même si aujourd'hui ses travaux sont valorisés, valait-il une vie de souffrance comme il l'a vécue ? Ramanujan est un mathématicien ô combien exceptionnel. Il est né en décembre 1887 à Hérode, et dès sa jeune enfance, il montrera un talent en mathématiques exceptionnel, mais rencontrera certaines difficultés académiques en raison de sa concentration exclusive sur les mathématiques et délaissant l'entièreté des autres matières. Passionné et surtout déterminé et autodidacte, il développera dans son coin de nombreuses formules et théorèmes mathématiques. Il vivra dans la pauvreté et manque de reconnaissance de son propre pays, et développera ses travaux mathématiques de manière totalement indépendante. Cependant, en 1913, il enverra une lettre contenant ses travaux à Hardy, un mathématicien renommé de l'université de Cambridge. Hardy reconnaît facilement son génie et l'invitera à Cambridge pour pouvoir discuter avec lui. Et c'est ce que fera Ramanujan un an plus tard. Cependant, arrivé en Angleterre, il sera confronté au racisme et à une certaine discrimination étant indien dans une société britannique coloniale. Entre lutte culturelle et isolement social exacerbé, Ramanujan sera victime d'un lourd sentiment d'aliénation. Et malgré ses travaux révolutionnaires, il restera pauvre même en Angleterre. Il finira par devenir végétarien, un peu contre son gré, et souffrira de malnutrition, ce qui aggravera ses problèmes de santé, déjà présents dus à sa pauvreté. Sa santé se détériorera très rapidement. Il souffrira de maladies diverses, probablement une tuberculose ou une carence en vitamines. Il finira donc par être hospitalisé à plusieurs reprises. Et malheureusement, ses conditions de vie et de travail épuisantes contribueront à aggraver sa situation. De plus en plus mal, il retournera en Inde en 1919, espérant se rétablir dans son pays d'origine. Mais il ne pourra rien y faire et décédera le 26 avril 1920 à l'âge de 32 ans. Laissant derrière lui de nombreux cahiers remplis de formules et de théorèmes, dont beaucoup sont encore étudiés et utilisés aujourd'hui, la vie de Ramanujan laisse en suspens une question. À quoi auraient pu ressembler ses travaux s'il avait été bien traité par ses compères et avait pu avoir une vie bien plus longue ? Cependant, j'aimerais préciser qu'il sera reconnu à titre posthume comme l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire. Paolo Ruffini est un mathématicien italien né le 22 septembre 1765.
Il étudiera les mathématiques et la médecine à l'université de Modène, où il obtiendra un diplôme dans les deux domaines. Et oui, le jeune Paolo est un scientifique né. Il débutera donc une carrière dans les mathématiques et enseignera dans l'université où il a obtenu son diplôme. De plus, il sera reconnu pour ses travaux sur la résolution des équations polynomiales et la méthode d'approximation des racines, aujourd'hui appelée méthode de Ruffini-Horner. En 1799, il publiera un ouvrage démontrant que les équations polynomiales de degré 5 ou plus ne peuvent pas être résolues par des formules algébriques générales. Cette démonstration est aujourd'hui connue sous le terme de théorème d'Abel-Ruffini. En outre, Paolo Ruffini développera tout un tas de travaux mathématiques. Cependant, et encore une fois de son vivant, les travaux de ce mathématicien seront critiqués et manqueront de reconnaissance par la plupart de ses contemporains, ce qui bien évidemment commencera à affecter son moral. Son état dépressif s'intensifiera avec le temps, impactant sa capacité à travailler et à enseigner, et les périodes de dépression sévère deviendront de plus en plus fréquentes, le rendant parfois incapable de poursuivre ses activités académiques. D'ailleurs, en raison de ses troubles mentaux, il s'isolera progressivement de ses collègues et de la communauté scientifique. Son état de santé mentale affectera également sa vie personnelle, provoquant des tensions familiales et sociales. Mais malgré tout ça, il réussira à continuer de travailler et contribuera à élargir la vision des mathématiques de son époque. Enfin, il décédera le 10 mai 1822 à Modène, laissant derrière lui des travaux qui seront reconnus plus tard, comme fondamentaux pour le développement des mathématiques modernes. Je vous l'ai dit, le cas de mathématiques non reconnus de leur vivant, sombrant dans une sorte de dépression, voire même de suicide. Mais ne vous inquiétez pas, le prochain récit que je vais vous faire est totalement différent. Qu'est-ce que la manipulation mathématique ? Eh bien, les mathématiques servent à manipuler de deux façons, soit par le biais de religion, soit par un biais politique. On pourra noter notamment la manipulation statistique. C'est tout simplement l'utilisation de statistiques pour soutenir la propagande et légitimer les politiques d'un régime. En outre, la manipulation mathématique, c'est rien d'autre que la falsification de données. Il est très facile d'aborder certains problèmes sous certains prismes, de façon à manipuler les chiffres et faire croire par exemple des succès économiques, des améliorations sociales ou des victoires militaires inexistantes. La falsification de données passe donc par l'altération des résultats, ou encore la modification des données scientifiques pour aligner les conclusions avec l'idéologie de certains régimes. C'est une pratique assez courante, notamment en URSS. Mais la manipulation mathématique passe également par l'embrigadement des mathématiciens. C'est une technique encore plus barbare, mais qui fonctionne tout de même. Ici, on va forcer des mathématiciens à travailler pour un régime, en leur soumettant à des pressions politiques et idéologiques. De ce fait, on va les surveiller et censurer leurs travaux scientifiques pour garantir qu'ils soutiennent les objectifs du régime. En gros, ici, on ne va pas récupérer les résultats des mathématiciens, mais on va leur mettre la pression directement, à la source, de façon à ce que les mathématiciens sortent des résultats faux de eux-mêmes. Ces méthodes sont souvent utilisées lors de propagande et s'appuient généralement sur des modèles prédictifs exagérés, optimistes, qui soutiennent la politique du régime, et ce, en présentant des résultats scientifiques biaisés pour influencer l'opinion publique et internationale. Et les scientifiques qui ne sont pas d'accord avec ce régime sont victimes de répression, voire sont éliminés. On ressent ce genre d'embrigadement scientifique sous le régime nazi, où les mathématiciens étaient poussés à produire des travaux qui soutenaient les théories raciales et militaires du régime, prenant les bienfaits de l'eugénisme. Mais également en URSS, les mathématiques et les sciences étaient subordonnées aux objectifs du parti communiste, avec des purges régulières pour les scientifiques dissidents. Et ces pratiques ont des conséquences à court terme, comme on l'a vu, mais également à long terme, notamment la détérioration de l'intégrité scientifique et la perte de confiance dans les institutions académiques, ce qui introduit un retard dans le progrès scientifique et technologique. En conclusion, toute cette falsification de recherche, cet embrigadement politico-scientifique, et cette manipulation du peuple par le biais des données et statistiques mathématiques est l'un des exemples les plus horribles, mais également les plus connus, car parsemant les politiques des gouvernements du monde entier. En outre, cette partie des mathématiques est bien plus sombre qu'il n'y paraît, résultant d'emprisonnement et de tueries de masse dans les périodes les plus critiques.
Vous avez survécu à la première vidéo. En même temps, pas très compliqué, les sujets que j'ai choisis ne sont pas encore extrêmement sombres. Mais si ce contenu vous plaît et que vous avez envie de creuser un petit peu plus loin et de descendre dans cet iceberg, la prochaine vidéo qui fait directement suite à celle-ci sort dans 2 semaines. Je vous invite donc à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode, mais également et surtout à partager la vidéo pour soutenir le travail de la chaîne. Sur ce, je ne vais pas m'éterniser car la conclusion finale se fera dans le dernier opus de cette trilogie, et je vous dis donc à très bientôt.